Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Je vous présente la saison 3 de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Nous allons parler avec mon invité du jour, aujourd'hui, du lien à soi, mais aussi de nos liens familiaux, de nos liens qui nous rattachent au passé et nous enferment dans des schémas répétitifs qui se répètent de génération en génération, indépendamment de notre volonté si nous n'en prenons pas conscience. Depuis le début de cette saison 3, je vous propose de mieux comprendre le burn-out à travers différents témoignages et grilles de lecture, et cette fois nous allons l'appréhender à la lumière de la psychogénéalogie avec Ludivine Morin, sophrologue et experte en psychogénéalogie, dont l'histoire personnelle et le parcours m'ont beaucoup touchée. Bienvenue Ludivine dans Fleur de Cactus. Merci. Merci d'être là. Ludivine, je t'ai rencontrée grâce à l'appel à témoignages que j'ai lancé auprès de personnes ayant fait un burn-out. Car en effet, tu n'as pas toujours été thérapeute, comme on va le voir, puisque tu as travaillé pendant plusieurs années dans l'univers, alors je n'étais pas sûre, dans l'univers du marketing communication, on pourrait dire? J'ai travaillé dans le conseil en Dans entreprise, ouais. D'accord, et donc tu gérais quand même un gros portefeuille de clients avec une grande, envergure, et suite à un burn-out, survenu en 2017, tu as enclenché une reconversion professionnelle. Mais avant de parler de tout ça, il y a une question rituelle que je pose, aux personnes que j'interviewe qui ont traversé un burn-out. Quelle est la chose qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi? Bonne question. Bah, alors déjà merci pour cet échange qui va venir et qui m'enchante parce que c'est toujours intéressant de parler de ces sujets. Hem, alors je vais dire ce qui me représente, c'est le végétal de la liane. En fait, quand j'ai donné ce nom, à mon projet d'entreprise, je pensais pas que ça me collerait autant à la peau, mais c'est d'une manière très positive, de le dire. Ça me colle à la peau parce que ça me représente Mmh. vraiment. Aujourd'hui, je fais des lianes, et des liens avec, tout ce passé, toute cette histoire personnelle que j'ai pu traverser, à la fois sur, justement mon burn-out et sur tout ce que j'ai pu traverser en entreprise et aussi sur l'histoire un peu plus lointaine des membres de ma famille, et je me rends compte que finalement je fais la paix un petit peu avec cette histoire-là et que, faire le lien avec son histoire, c'est, avec une grande humilité, c'est de se dire qu'on n'est on n'est pas toujours, on peut être encore concerné, par des douleurs qui nous sont arrivées et on peut ne pas les avoir encore effacées, donc il faut les travailler. Et puis cette liane, je me suis rendu compte aussi qu'elle me permettait de me connecter avec d'autres personnes et par exemple avec toi justement. Hem, En fait, on se rend compte avec le podcast et ce que tu partages aujourd'hui, c'est que, ce qu'on a vécu, on peut très bien décider de le garder pour soi et Mmh. puis on peut aussi choisir d'en faire un matériau de transmission, très utile, et on se relie en fait les uns les autres. La thématique ici, c'est le burn-out et vraiment, merci de pouvoir, permettre aux gens d'en parler puisque finalement on est plein d'auditeurs à avoir, traversé ces moments-là et on se relie les uns aux autres. Donc finalement, même, moi je pense qu'à cette période-là, si j'avais eu tout ça dans mes oreilles, ça aurait été des lianes auxquelles je me serais raccrochée pour tenir aussi. Donc voilà, Ouais, c'est ça c'est qui beau me ce que tu touche. dis, et je crois aussi que la parole de l'autre légitime, ce par quoi on passe, en fait. On se dit, «Bon, ce n'est peut-être pas à côté de la plaque ce que je ressens, une autre personne l'a ressenti», et donc ça permet de donner de plus de, ouais, de légitimité à son propos et à son expérience, et d'ailleurs, j'invite, les auditeurs et les auditrices d'aller voir, ton travail. Je mettrai en description le lien de ton site, et j'aime beaucoup ton logo. Je le trouve super beau, et le nom Liane, bah, comme tu l'as très bien résumé,
Ça évoque c'est un symbole qui évoque plein de choses à la fois, le lien à l'autre, mais les lianes aussi qui nous relient, au passé, les lianes que l'on peut attraper pour Mmh. rebondir. Donc, c'est très joli Merci. et j'aimerais qu'on parle, justement de ce burn-out que tu as traversé, qui est à l'origine quelque part, de la reconversion que tu as entreprise, Oui. qui est à l'origine de Liane justement. Est-ce que tu peux nous recontextualiser ton burn-out? À quel moment de ta vie il s'est manifesté? Oui. Alors mon arrêt maladie, officiel, le moment où en fait je me rends compte que je suis en burn-out, il intervient en mai 2017, très exactement le 10 mai 2017. Je sentais qu'il y avait quelques signes, avant-coureurs et j'étais allée consulter une psychologue, du travail qui m'avait fait, une lettre d'adressage auprès de mon médecin généraliste en me disant: «Voilà, Ludivine va mal, il faudrait qu'elle soit arrêtée». Ça avait été un premier point d'alerte, mais je comprends vraiment que le mot burn-out va faire partie de ma vie, le 10 mai 2017 et à ce moment-là, donc je suis consultante en transformation d'entreprise dans une entreprise de conseil, hem et ce moment où je reçois l'arrêt, je suis en pleine sidération parce qu'en fait, c'est 10 jours après la demande en mariage que je viens de recevoir de la part de mon conjoint. Et c'est extrêmement dur parce que je parviens pas à réunir, ces 2 éléments que sont, littéralement la terre brûlée que je ressens. J'ai l'imp et je l'ai dit d'ailleurs à ce moment-là, j'ai dit: «J'ai l'impression d'être une terre brûlée, complètement cramée» et puis en même temps, je ressens un amour joyeux et très fort en moi et j'arrive pas à concilier ces 2 images de moi. Et justement sur le sujet de la contextualisation, j'ai essayé de regarder les signes avant-coureurs qui ont été les prémices de ce craquage finalement qui intervient en mai. Hem, Finalement la demande en mariage, c'était la bascule parce qu'à ce moment-là, je ressens une joie tellement immense, que mon corps en fait est plus capable de l'absorber parce que la coupe émotionnelle est déjà pleine depuis plusieurs mois. Donc là, c'est la joie qui me fait basculer mais en fait, j'ai essayé de remonter en arrière pour comprendre comment cette coupe émotionnelle, elle s'était chargée, d'un trop plein et elle s'était pas évacuée finalement et mes premières souffrances, elles apparaissent, en septembre 2016. Je me rends compte que je suis donc c'est 6 mois avant, hein, finalement, 6 mois avant le craquage. Je me rends compte que je suis de plus en plus, en colère contre mon entreprise. Je supporte plus le rythme, je supporte plus, des injonctions paradoxales, du style, «Chez nous, on est sérieux sans se prendre au sérieux, mais attention, si tu fais la moindre erreur, on va le remarquer». Donc je me rends compte que cette colère-là, je sais pas comment l'exprimer, parce que j'aime vraiment mes collègues, j'aime vraiment mon entreprise, je sais pas quoi en faire, donc cette colère ne sort pas et ça se manifeste par des inflammations digestives très violentes que j'ai. Je découvre des intolérances alimentaires que je n'ai jamais eues et littéralement, je brûle de partout. Donc j'ai mon 1er trop-plein, c'est la colère qui commence à arriver en septembre. Quelques mois après, en janvier, bon, je me fais cambrioler, l'appartement avec mon conjoint. En soi, c'est pas vraiment dramatique parce qu'on nous a pas volé grand-chose, mais c'est une effraction dans ma vie qui me perturbe et surtout, je me rends compte que je déborde de tristesse, littéralement et que ça, c'est pas moi. C'est-à-dire que d'habitude, quand je vis quelque chose de douloureux, normalement, je me relève et là, je remarque que pour la première fois, je me fais engloutir par cette tristesse, comme si toutes mes défenses étaient parties, comme si tout ça avait été volatilisé, quoi, s'était volatilisé. Donc je me dis: «OK, septembre, colère, la tristesse en janvier» et puis en fait, on se rend compte que le rythme s'accélère parce qu'en mars 2017, là, je commence à avoir des signaux de peur. Alors, j'ai peur le dimanche soir, par exemple. Alors on a tous le blues du dimanche soir, mais là, le mien est de plus en plus marqué, c'est-à-dire que je pleure vraiment tous les dimanches soirs. Maintenant, je commence à pleurer quand je rentre en réunion, et petit à petit, je fais de l'apnée en journée. C'est-à-dire que, alors j'ai les joues très, très rouges, alors on se moque un peu de moi au bureau, on me dit: «Oh là là, mais tu as tout le temps chaud» et en fait, c'est que je ne respire pas correctement tellement j'ai peur. Je suis obligée de m'enfermer dans les toilettes pour, me forcer à prendre de l'air, je me force à bâiller, pour essayer d'absorber et en fait, c'est une période où je mange beaucoup parce que quand je mange, j'ai une prise d'air enfin, je
commence à reprendre de l'air, mais j'avale littéralement mes émotions aussi et en fait, je me paralyse tous les muscles de la gorge sous le palais et je peux plus déglutir correctement parce que j'ai tous mes muscles qui sont tétanisés. Donc là, je me pétrifie, en fait et donc en avril, hein, 1 mois après, quand arrive la demande au mariage, ben là, je craque Explosion. complètement parce que Mmh. mon corps n'a plus d'énergie pour absorber cette joie et ça rentre en collision avec tout le reste. Voilà. Bah, la demande en mariage a sûrement ouvert le cœur, en fait. C'est une forme d'ouverture et donc ouais, obligé d'accueillir toute forme d'émotion et Oui. donc même les plus, contraires, paradoxales à celles que tu as ressenties quand, tu as reçu cette demande en mariage. Et et comment ta hiérarchie, a réagi face à ça? Est-ce que tu as été soutenue? Comment tu as fait pour traverser ce moment-là qui finalement ne te ressemblait pas du tout? Et donc c'est souvent dans l'autre qu'on recherche, une approbation. Mmh. Donc peut-être que la hiérarchie ou ton entourage proche, comment tu as vécu ça en fait en interaction avec l'autre? Alors au niveau dans mon entreprise, il y avait, quelques collègues qui ont vu que ça allait de plus en plus mal et qui ont du coup alerté, donc je me suis sentie, soutenue là-dessus. Heu, on m'a conseillé aussi, justement de prendre soin de moi. Après c'était en 2 temps parce qu'en parallèle de ça, l'entreprise me disait beaucoup que ça venait de moi et uniquement de moi. En me disant: «Mais non, mais nous on est cool, tu sais bien, tout va bien, tout est cool» et du coup ça mettait le projecteur sur, le fait que j'avais des failles, moi et uniquement moi. Donc c'était assez paradoxal parce que d'un côté on me disait, «On comprend que pour toi c'est dur, mais et en même temps, bon bah, il y a plus qu'à aller te faire soigner quoi», entre guillemets quoi. Donc ça a été difficile. C'est pour ça que j'avais vu une psychologue du travail avant l'arrêt maladie parce que c'est mon entreprise qui avait dit, «Écoute, il faudrait sûrement que tu ailles voir quelqu'un en fait, parce que le problème, il est chez toi, donc il faut faire quelque chose quoi». Et là, ça a été très difficile à entendre, heu parce qu'il fallait, du coup, que je regarde qu'il y avait des choses qui venaient de moi, alors que moi, j'avais l'impression que j'avais, une tension professionnelle qui venait aussi, du contexte dans lequel j'étais, du métier, du contexte et des missions que je faisais. Mmh. Et il y avait d'autres, personnes aussi dans ton cas ou pas dans cette même entreprise? Alors, il y avait un manager qui avait fait un burn-out, mais c'était un peu tabou, on n'en parlait pas trop et en fait, je me suis rendu compte qu'après mon arrêt, il y a eu 4 autres arrêts maladie, 4-5 Ah même ouais. et en fait, c'était perturbant parce que j'ai été finalement la première Ouais. officielle et s'en Mmh. sont suivis, beaucoup. Tu disais dans ton introduction tout à l'heure que ça a été mon burn-out a été le prémisse à une reconversion, mais en fait, je suis restée dans mon entreprise et j'ai été la seule d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les autres qui ont fait des burn-out après moi sont partis. Mmh. Moi, je suis restée parce que je partais du principe que je voulais que l'entreprise et moi, on répare quelque chose. Je voulais Mmh. qu'eux, ils changent des choses et que moi, je change des choses et qu'ensemble, on trouve des choses après à faire. Donc je suis restée encore plusieurs années. Hem, mais les autres, non, les autres sont partis et ça, c'était perturbant pour moi parce que j'avais l'impression d'être, la seule à vivre ça, d'être et d'en avoir très honte, du coup. Et tu es restée combien de temps? Parce que alors tu es devenue thérapeute en 2022, donc Oui, 2017 le et burn-out. je suis Tu es partie en restée 2020, entre 2020 et d'accord, 2021, je suis donc partie à 3 ce ans. moment-là, voilà, heu Mmh. et je me suis formée à thérapie, depuis, enfin entre-temps. Mais je suis restée plus de 3 ans parce que, pour moi, c'était important, en fait, de pas effacer l'ardoise et de se dire, heu: «Bon, ben, on efface et on recommence ailleurs». Parce que si effectivement il y avait des choses à comprendre chez moi, si effectivement l'entreprise avait des choses à régler et qu'ensemble il fallait qu'on ajuste, il fallait qu'on reste, après moi j'aimais mon contexte professionnel aussi, donc ça a probablement aidé. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu pas la première personne chez qui alors les personnes chez qui que j'ai interviewées ou les témoignages que j'ai pu lire, c'est que les personnes qui ont tendance à faire un burn-out, c'est des personnes qui sont extrêmement soucieuses de bien faire Mmh. leur travail. Elles sont très investies, elles sont loyales envers leur hiérarchie. Elles sont très résistantes à l'effort physique et émotionnel. Et avec le recul et ton regard de thérapeute aujourd'hui, qu'est-ce que le burn-out a permis de mettre en lumière dans ta personnalité et
dans ton rapport au travail? Mmh. C'est une question intéressante parce que justement ça parle de son rapport à soi et son rapport, au labeur et au travail en général. Comme tu le dis, moi j'étais quelqu'un de très engagé, de très fidèle et de très, motivée par ce que je faisais professionnellement. Ça disait aussi des choses de moi sur, mon envie de bien faire, mon envie de réussir et mon envie de me réaliser à travers le métier, à travers le projet professionnel. Hem, je me suis rendu compte que je j'avais moi cette exigence en moi, j'ai toujours été quelqu'un de très exigeant, hem, mais je pensais pas confondre exigence et perfectionnisme, mais mon entreprise me disait beaucoup: «Tu es trop perfectionniste», mais c'est pas vrai, je suis prête à lâcher sur plein de sujets, mais je suis quelqu'un de très exigeant et ça a dit des choses sur le fait que, hem, quand j'entreprends quelque chose, je le fais avec, une vraie implication, mais je crois pas que ça, ce soit normalement un problème. C'est-à-dire que pour moi, dans tout métier ou dans toute action ou dans toute chose qu'on entreprend, le fait de le faire avec cœur, avec, 200 de son énergie, je vois pas en quoi ça, c'est censé être, une source de vider son énergie, en fait. Moi, OK, je m'investissais à 100 mais je revenais, j'étais littéralement cramée. Aujourd'hui, je me mets toujours à 200 dans mes projets et pourtant je suis revitalisée à la fin de mes journées. Donc ça a interrogé au début, je me suis vraiment, j'ai pris pour moi ces mots-là où on m'a dit, «Non mais tu es trop exigeante» et cetera. Donc je me suis définie et par le stress et par l'exigence parce que c'était les mots qu'on disait sur moi et puis je me suis dit aujourd'hui: «Mais c'est pas un problème d'être quelqu'un d'exigeant. C'est pas non plus un problème d'être préoccupé par le fait de bien faire. Au contraire, ça peut être un moteur». Comment, tu as découvert la psychogénéalogie? À quel moment donc de tout ce parcours de reconstruction? Puisqu'après donc tu as traversé le burn-out, tu as posé ta démission, tu as ou j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, tu as arrêté au bout de 3 ans. Et donc à quel moment la psychogénéalogie vient se faufiler dans ce parcours? Ça a été quand j'ai commencé à m'interroger sur les causes de mon burn-out, où je me suis vraiment dit: «D'où ça vient?» J'ai identifié, 3 causes. La première, c'est celle qui est liée à mon contexte professionnel, donc j'ai bien compris, heu, qu'on m'avait pas, mis assez de sécurité en place, par exemple. J'avais pas de manager, j'avais pas de filet. J'avais reçu des injonctions paradoxales, destructrices et puis, j'avais une entreprise qui s'autoproclamait bienveillante. Donc moi, je m'étais dit: «Bon, bah, si tout le monde est bienveillant, c'est que c'est moi qui me suis plantée». Donc je me suis dit: «OK, il y a un sujet vis-à-vis de l'entreprise. Il y a un sujet qui sont liés au métier» et moi, je me disais: «Mais c'est fou parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime mes collègues». Ça aurait été presque plus facile, d'avoir une bête noire et de me dire: «Ah bon, ben, voilà, je les supporte plus donc je m'en vais». Là, comme j'aimais tout, j'ai eu du mal à me dire: «Mais tiens, comment ça se fait que ce burn-out, s'est créé aussi?» Et donc je me suis dit: «Il y a aussi peut-être une autre cause qui est effectivement liée à moi» et là, je remarque que j'ai pas su me protéger dans ce contexte où justement il y a des injonctions paradoxales et cetera. Je ne sais pas me protéger. Je n'ai pas su dire: «Je ne comprends pas». Je n'ai pas su dire: «Je ne veux pas de ça» ou alors, j'ai pas su argumenter quand on m'a dit, «Mais si, ça va le faire, Lydie, c'est juste que tu es un peu inquiète pour rien». J'ai pas su argumenter et dire: «Non, non, mais vraiment ça va pas, j'ai peur, je le sens pas». J'ai pas été audible en fait. Et je me suis dit: «Pourquoi j'ai pas réussi à être audible?» Donc j'ai en fait essayé de comprendre pourquoi j'avais aussi pris sur moi des dysfonctionnements de l'entreprise, alors que j'aurais pas dû. S'il y a pas de manager dans une entreprise, c'est pas à moi de le prendre en charge. Mais pourquoi moi j'ai eu l'impression qu'il fallait que je le fasse? Pourquoi moi j'ai eu l'impression que, un peu en syndrome du sauveur, je me suis dit qu'il fallait que je porte sur mes épaules des problèmes qui étaient inhérents à l'entreprise. Voilà et donc c'est là que mes premières réflexions ont démarré. Donc moi, je me suis formée à la psychogénéalogie un peu plus tard, mais en fait, ces réflexions, elles se sont menées, heu, en parallèle de ma reconstruction parce que, c'était trop facile de dire: «Tout vient de l'entreprise», ça me suffisait pas, Mmh. et puis je sentais que hem, il y avait aussi des choses qui venaient de moi, mais il fallait que je les éclaire au-delà de dire: «Tu as été fragile», et là, c'est hyper culpabilisant, «Tu as été, tu pas mis des protections». La question, c'était: «D'accord, ça, c'est les causes, maintenant, il faut qu'on aille chercher pourquoi».
pourquoi tu as pas mis les protections et pourquoi tu as pas pu?» Donc en fait, je bascule vers la psychogénéalogie tout doucement à ce moment-là, enfin je progressivement j'y vais et la vraie transition, ça a été, à ce moment-là quand, je fais une découverte par rapport au décès de mon père. Alors moi mon papa est décédé quand j'avais, 14 ans, il s'est suicidé à ce moment-là et le roman familial pendant des années m'explique que, il a commis ce geste, pour quitter sa vie de famille, parce que ça lui convenait plus, pour quitter ce monde-là, parce qu'il a pas su prendre soin de lui et cetera et je construis mon deuil sur ça, sur cette info et je découvre au hasard d'une conversation, aux alentours justement 2019-2020, qu'en fait, le 21 mai 2005, la date du suicide de mon père, correspond à exactement 1 an jour pour jour après la date de son licenciement. Mmh. Et effectivement, moi j'ai vécu une enfance, très bien, mais une adolescence troublée parce qu'au moment où mon père bascule dans l'univers professionnel difficile, enfin où son rapport à l'entreprise se complexifie, on vit un enfer. Voilà, à la maison, c'est très dur, parce que, il a en fait, développé une addiction au travail et que sa dégradation professionnelle a eu un impact sur la dégradation qu'il s'est vu lui-même, enfin qu'il a eu de lui-même, en fait. Et donc là, je commence à faire le rapprochement entre travail et danger pour soi. Travail et identité aussi, parce Oui, que c'est une forme de se définir son identité par rapport au travail. en tout cas, c'est ce qu'a fait, mon père et du coup, là, à ce moment-là, je décide de creuser plus. De toute façon, la psychogénéalogie, avant de l'exercer comme métier, je l'ai pratiquée sur moi pour essayer de comprendre, en fait et c'était surtout à la base pour résoudre, Mmh. des problématiques de vie personnelle et en fait, je fais le point sur ces longs mois de rapports complexes à l'entreprise que j'ai eu moi et qu'a eu, par exemple, mon père et en cherchant un peu plus, je me rends compte que dans ma famille, je ne suis pas la seule à avoir eu un rapport conflictuel avec l'entreprise, plus largement avec le travail et plus Mmh. largement, très justement, comme tu le disais, la définition de soi. Mmh. Et donc je me suis intéressée à la psychogénéalogie pour essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on pourrait retrouver des traces de la souffrance professionnelle dans mes 2 lignées, maternelle et maternelle? Et plus largement, est-ce que je suis concernée, de près ou de loin, par ce qu'ont vécu mes parents et voire même mes grands-parents dans leur rapport au travail, au labeur, à la réalisation de soi et à la concrétisation de ses ambitions? Donc Mmh. j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé. Incroyable, mais enfin merci, hein, beaucoup, hein, pour, nous partager tout ça. Je trouve ça tellement éclairant, à plein de niveaux et là ça m'émeut un peu parce Mmh. que je trouve ça, tu as dû être, libérée, choquée à Mmh. la fois le jour où tu as compris, cette date symbolique, Oui. donc du suicide et du licenciement qui faisait tellement écho, toi, à ta propre histoire Mmh. et de se rendre compte que toi, inconsciemment, tu avais développé une pathologie au travail, Mmh. et je trouve ça fou, en fait, à quel point, l'inconscient, Per on a beaucoup de clés, en fait, dans cet inconscient-là. On Oui. a des clés de libération, de guérison, mais à condition de faire un travail sur soi et de connaissance de soi, comme tu le dis si bien. Est-ce que tu pourrais, nous donner une définition de ce qu'est la psychogénéalogie pour bien être sûr de bien comprendre le sujet? Oui, bien sûr, la généalogie, tu vois? J'ai accroché le mot. C'est vraiment l'étude, de ce qui s'est passé sur les générations précédentes. C'est-à-dire qu'en psychogénéalogie, on parle du constat qu'on porte en nous l'héritage transgénérationnel, Mmh. et en fait, on porte chacun un héritage émotionnel des générations qui nous ont précédés. Donc ça veut dire que on n'est pas des individus en mode électron libre et complètement, indépendants. En fait, on est concernés par ce qui s'est passé Mmh. au-dessus de nous et je Mmh. fais, très attention à dire concerné et pas déterminé. C'est très important parce que moi, typiquement, quand j'ai compris qu'il y avait des traces communes entre ce que j'avais vécu et ce qu'avaient vécu les générations au-dessus de moi, il y a toujours un moment où tu peux te dire: «Mais alors attends quoi? C'était écrit?» Et c'est pas Ouais. ça le sujet. Le sujet, c'est de dire: «Quand je traverse cette crise-là, comment je peux me relier
à des histoires familiales qui font écho et comment en fait, une histoire qui n'est pas cicatrisée, résolue émotionnellement, peut en fait laisser des traces sur les générations précédentes. C'est ça la psychogénéalogie. C'est comprendre ce qui s'est passé au-dessus de nous pour voir comment est-ce qu'on peut se dégager de cela, hein. Et en fait, on est concerné par l'histoire des gens de nos lignées, mais elle ne nous appartient pas. Et donc en fait, on fait ce tri très clair entre ce qui appartient aux autres et ce qui nous appartient à nous, même si on voit des similitudes. Donc ça, c'est vraiment, et c'est très libérateur parce qu'en fait, au moment où on fait ces constats-là, en fait, ça nous permet d'avancer. On reprend notre place dans un écosystème familial et quand on se parle d'écosystème, c'est une logique systémique, donc ça veut dire dans toute logique systémique, quand il y a un événement sur A, il y a des répercussions sur B et C, et cetera. Voilà. La simple prise de connaissance d'un événement qui se transmet, au fil des générations, permet de désamorcer déjà la répétition ou j'imagine enfin peut-être, je ne sais pas, c'est une question, est-ce qu'il faut faire, un autre type de travail sur soi? Alors, c'est en parallèle. Alors déjà, de toute façon, le fait d'avoir à sa connaissance des événements, et de les libérer simplement par la parole, en fait, va permettre de débloquer ce trauma-là. On Mmh. on le voit beaucoup dans les familles quand il y a, un trauma, un deuil non fait, c'est souvent par rapport à la mort, mais ça peut être aussi par rapport à une faillite et je vais justement pouvoir te parler de ça sur mon grand-père aussi au-dessus de mon père. Quand il y a de la honte, quand il y a quelque chose qui a été mis un peu dans une boîte noire, en fait, les générations au-dessous somatisent. Mmh. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il s'est passé quelque chose, souvent dans un secret ou un non-dit, on se dit: «Mais en fait, je m'en doutais, mais on ne pouvait pas mettre les mots dessus» et on met les mots en fait, on traduit ça émotionnellement autrement. Mmh. Donc oui, finalement, alors il y a c'est très important de dire quand on fait de la psychogénéalogie, on ne fait pas des rites pour être, connecté de manière mystique, à ses aïeux. Par contre, on va essayer de savoir ce qui s'est passé comme élément de vie. Oui, tu parlais un peu de cet ésotérisme. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait des gens qui pouvaient l'interpréter de cette manière-là. C'est une personne dans ma communauté qui m'a dit: «Ah oui, la psychogénéalogie est mal comprise Oui. parce qu'on y voit quelque chose d'ésotérique», mais alors c'est pas du tout la première chose qui m'est venue, en tête et j'étais assez surprise en fait qu'on puisse, l'interpréter de cette manière-là. Oui, alors que c'est pas du tout le cas. Vraiment, moi, en psychogénéalogie, je vais travailler sur, par exemple, l'identité familiale. L'identité familiale, c'est chez nous, dans notre famille, quel est notre rapport à la tristesse, la colère, Mmh. la joie? Et sur le sujet du burn-out, par exemple, c'est l'engagement, le rapport à l'argent, le rapport à la réussite. Et là, quand tu vas voir dans quel terreau tu as grandi, ce que tu as reçu de tes parents, tu vas faire le tri en fonction de ce qui a un peu imbibé ton enfance et puis ce que toi tu as reproduit de manière, automatique et puis ce dont tu veux te défaire. Donc il y a rien de Mmh. mystique. En Mmh. psychogénéalogie, on va se dire aussi, quels ont été les événements principaux de vie et comment est-ce qu'on voit que sur l'arbre généalogique, tiens, mais c'est marrant, d'âge en âge, enfin de génération en génération, il y a quelque chose qui se reproduit, tu vois? Et pourquoi le prénom a son importance en psychogénéalogie? Alors ça a son importance parce qu'on peut, par un prénom, quand les parents choisissent un prénom à un enfant, ils peuvent y ajouter une force particulière, c'est-à-dire un sens. Tu as des gens qui s'appellent qui ont un prénom enfin, ils ont une place dans leur arbre généalogique, ils ont un prénom et en fait, quand on regarde dans leur arbre généalogique, la personne qui portait le même prénom des générations au-dessus d'eux, parfois, c'est soit une personne, qui a eu un destin tragique ou parfois c'est on porte en soi le prénom d'un enfant mort-né avant nous, par exemple. Imagine-toi, une femme, fait une fausse couche, le couple avait déjà décidé, de donner un prénom à cet enfant et il veut réutiliser ce prénom-là pour l'enfant qui arrive à naître juste après. Ça veut Ouais. dire que l'enfant qui vit, il porte en fait, une trace de l'enfant qui n'a pas pu naître, tu vois? Mmh. Pour te donner une illustration, moi, mon prénom, je m'appelle Ludivine. Ludivine, c'est le prénom que portait la marraine de ma mère. C'est une personne qui a littéralement sauvé ma mère de certains événements familiaux très difficiles qu'elle a vécus. Et moi, je suis, l'enfant qui répare, l'enfant du lien. C'était vraiment, c'était la mission que ma mère m'avait donnée et elle me l'a déjà expliqué à plusieurs Et reprises. inconsciemment? Ah non, Alors c'était les conscient 2, dans c'est-à-dire que quand elle l'a fait, c'était inconsciemment et puis après quand je lui ai posé la question de pourquoi Ludivine, mmh. elle me l'a dit.
Hem et ça a eu un impact aussi sur ma manière d'être en relation avec les membres de ma famille. C'est-à-dire que moi, je suis la personne qui fait le lien. Alors, j'ai pas trouvé Liane par hasard probablement, mais je suis la personne qui fait des liens, je suis la personne qui interdit, les disputes, je suis la personne à qui, aussi on confère le fait de rassembler tout le monde. Donc ce prénom-là a eu un impact très, très fort sur moi. Donc il y a des prénoms aussi qui sont donnés à des enfants et on se rend compte qu'au-dessus d'eux, sur les générations, c'était, par exemple, le propriétaire d'un hôtel dans la famille. On donne ce prénom 3 générations en dessous et on s'attend à ce que la personne, en fait, elle reprenne un hôtel ou qu'elle fasse des études en hôtellerie et cetera et ça, c'est très flagrant parce que ça oriente parfois Mmh. beaucoup. Mmh. On dit que le choix d'un prénom est inconscient, mais en fait, voilà, il y a autre chose. Et je reviens un peu à ton parcours de vie. Oui. Hem, Quel a été l'élément déclencheur pour que tu décides de provoquer cette reconversion professionnelle plutôt abrupte, parce que tu es passée du conseil en entreprise à l'accompagnement thérapeutique? Est-ce que c'est la psychogénéalogie qui a fait ce point de bascule? J'avais toujours dit que je voulais, être thérapeute, c'est-à-dire quand moi je vis, le suicide de mon père, je suis beaucoup accompagnée par des thérapeutes et je sens que, j'ai envie de faire ça de ma vie et donc jusqu'à mes 17-18 ans, je dis: «Moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça». C'est pas le choix, finalement, que j'ai fait parce qu'on m'avait conseillé de faire des études généralistes et si un jour j'avais on m'avait dit: «Si tu as cette urgence un jour dans ton cœur qui revient très fort, c'est que tu seras prête, mais vis d'autres expériences avant». Et tu vois, finalement, j'ai vécu un burn-out, j'ai vécu d'autres expériences qui m'ont permis, en fait, aujourd'hui d'en arriver là. Et donc, le moment où je bascule, il y a, en fait, il y a toutes ces petites pierres sur mon chemin, tous ces événements de vie-là. Et je pense que le plus important, ça a été celui de la maternité. Moi, je suis devenue maman en fin 2020. 31 décembre 2020, et là, je me rends compte à ce moment-là que malgré les thérapies que j'ai pu faire, malgré toutes les réflexions que j'ai pu, mener sur moi, je suis en train de transmettre à mon enfant des valises émotionnelles, en fait, dont elle a pas besoin, et dont j'ai pas pu me défaire. Et comme la maternité, c'est vraiment ce moment où on tangue entre ce qu'on a transmis, enfin, ce qu'on a reçu et ce qu'on veut transmettre, je suis très perturbée parce que je me dis: «Qu'est-ce que je vais lui transmettre inconsciemment?» Et j'ai même réfléchi à pourquoi j'ai choisi son prénom, d'où c'est venu et cetera. Donc là, j'ai compris beaucoup de choses après et c'est à ce moment-là aussi que j'ai, accéléré mes recherches en psychogénéalogie et que tout a fait sens et j'ai été mon premier cobaye en psychogénéalogie et en fait, tout s'est éclairé pour moi donc ça a été très intéressant. Et tu es sophrologue aussi. Est-ce que, bon déjà, ça j'aimerais beaucoup que tu me parles de la sophrologie aussi, Oui. parce que c'est une pratique que j'ai beaucoup entendue auprès des personnes, que j'ai interviewées ou qui ont témoigné suite à l'appel à témoignage suite à un burn-out et j'étais très étonnée parce que ça venait même, avant même enfin alors, quand on est sophrologue, on n'est pas psychologue en Non, soi, non, si je non. ne m'abuse. Donc, la sophrologie, c'est vraiment une méthode de bien-être et je me suis demandé, mais pourquoi c'était aussi prégnant, en fait, dans les méthodes, d'accompagnement au burn-out? Et alors c'est vrai qu'en plus moi la sophrologie je l'ai découverte en 2017 quand j'ai fait mon propre Ouais. burn-out parce que en fait tout ce que je soulevais avec la psychologue du travail, effectivement avec la psy je mettais des choses en dehors de moi, mais je n'arrivais pas à me remplir. C'est-à-dire que j'arrivais pas à retrouver de l'énergie et j'arrivais pas à me ressourcer et la sophrologie m'a permis ça. Moi, j'aborde la sophrologie comme, une manière de se relier à soi, aller explorer, ses sensations, ses ressentis, ses émotions et ne pas juger ce qu'on ressent de soi. C'est OK, c'est-à-dire que, si on a une partie de son corps qui nous fait mal, on la ressent et puis c'est OK. Si on a des émotions troublées, on les écoute et c'est OK et la sophrologie, c'est alors le principe fondamental de la sophrologie, repose sur le fait qu'on fait un lien entre notre esprit et notre corps. Ça veut dire, tout ce qu'on a dans notre conscience, on va le relier avec notre corps. Tu as des personnes qui sont par exemple, on peut appeler ça un peu des corps sans tête, c'est-à-dire des gens qui vont développer leur physique et qui vont pas faire peut-être attention à ce qu'ils ont dans la tête, dans leur esprit, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui sont très dans l'intellectuel,
concret dans la réflexion et qui vont pas du tout faire de lien avec ce qui se passe dans leur corps, avec les messages que leur corps leur envoie, hein. Je te parlais tout à l'heure pour mon burn-out de ces troubles digestifs, de ces douleurs qui sont au niveau de la gorge et donc quand tu relis les 2, tu accèdes à un niveau de compréhension et ton outil fondamental en sophrologie, c'est la respiration, c'est le souffle et c'est un moment d'apaisement pour revenir à soi et rester concentré sur ce qui se passe en nous. Et moi, justement, j'utilise beaucoup la sophrologie, alors de manière séparée de la psychogénéalogie, hein, pour des personnes qui ont des problématiques particulières, mais je fais aussi ce travail conjoint d'aborder les 2 parce que quand tu viens en psychogénéalogie, heu, remuer des mémoires, tu viens, brasser des souvenirs, tu viens, justement générer des émotions, c'est important de pouvoir les laisser, s'apaiser avec la sophrologie et apaiser le stress et peut-être, l'inquiétude que cela génère et donc c'est un très Et beau croisement. donc la sophrologie, est-ce que tu peux nous donner un exemple, concret de comment, ça se présente? En fait, c'est une méditation guidée, c'est une visualisation, Alors on travaille c'est beaucoup sur quoi la exactement? visualisation, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va venir j'ai une personne qui vient en ce moment pour, surmenage professionnel, en tout cas c'est le mot qu'elle a choisi d'utiliser. Ce qu'on va faire ensemble, donc c'est un accompagnement sur plusieurs séances. Il y a toujours une première partie de la séance où la personne va, parler justement de ses émotions, de ses ressentis. Moi, j'ai toujours plusieurs outils, pour lui dire: «Bah, voilà, où en sont vos différentes batteries émotionnelles, intellectuelles, physiques?» et on met des mots sur ses propres ressentis. Tu disais d'ailleurs justement, c'est pas un psy. Effectivement, il y a plusieurs personnes même qui me disent: «Je j'ai pas trop envie d'aller voir un psy, je préfère qu'on en parle, en consultation de sophro». Donc il y a toujours une partie où on s'explique ce qu'on ressent, mais ensuite, sans aller théoriser sur ce qui se passe, à l'intérieur d'elle, on va essayer de voir ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Donc la suite de la pratique, c'est la personne a les yeux fermés. On peut faire de la sophrologie allongée, debout ou assis. Selon qu'on soit complètement statique. On peut faire de la sophrologie dynamique aussi avec des mouvements pour que ces émotions ou pour que ces énergies transitent dans le corps et puis la personne se laisse guider par ma voix, et elle essaye de se concentrer sur les parties de son corps et sur tout ce qu'elle ressent et on accède aussi à la visualisation, c'est-à-dire que la personne, si elle veut se visualiser, en train d'être dans un paysage de détente, si elle veut se visualiser apaisée et sereine, elle va faire travailler tout son mental. On s'est rendu compte, grâce aux neurosciences que quand, je prends un verre d'eau, il se passe dans le cerveau la même chose que si je m'imagine en train de prendre mon verre d'eau. Donc tout ça participe aussi, au travail thérapeutique. C'est-à-dire que si en visualisation, je me vois changer, je me vois réussir, ça complète tout le travail que je vais faire à côté en travail médical, en accompagnement, thérapeutique, tu vois? Donc c'est vraiment très complémentaire. Ouais et puis on comprend bien aussi, toute l'importance de prévoir et d'entreprendre un travail holistique. Oui. Quand on traverse, notamment un burn-out qui implique, le système cognitif, le système nerveux, le corps, les émotions. Voilà et puis c'est important de Heu, travailler en intelligence du coup, mmh parce que moi, une personne qui va venir me voir pour une consultation de sophrologie, je vais m'assurer qu'elle ait bien un médecin qui la suive, que ce soit le médecin du travail ou son médecin traitant. Peut-être que sur sa cellule, enfin sur son milieu professionnel, il y a une cellule d'écoute aussi en parallèle. Donc c'est très important de voir aussi, moi je fais attention à ce que la personne, elle m'explique comment ça va au niveau sommeil, comment ça va au niveau digestif, comment ça va si elle a des répercussions sur sa peau, par exemple un eczéma très violent, je vais forcément l'orienter. Et cette approche holistique, c'est très important parce que ça nous permet d'aborder la personne de manière, complète finalement. Moi, quand j'ai fait mon burn-out en 2017, c'est ça, j'avais mon médecin traitant, j'avais la psychologue du travail et j'avais la sophrologie. et la psychogénéalogie, qui t'a permis aussi de faire un travail de fond. Exactement et donc dans ce travail de fond, tu vois, quand j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé, dans mon histoire familiale, je suis allée en fait, creuser sur les lignées. Donc ce que j'ai compris, c'est dans la lignée paternelle, comme je te disais, il y avait, mon papa qui du coup avait eu, ce rapport conflictuel avec l'entreprise et puis je me suis dit: «Mais est-ce qu'au au-dessus de lui, il y a aussi quelque chose?»
Et je me suis rendu compte que, son propre père, donc mon grand-père, avait, repris une entreprise de chaudronnerie, avec son frère, donc mon grand-oncle. Et quand mon grand-oncle décède, il revient de la guerre, il décède peu de temps après, mon grand-père fait faillite. Et ma famille, du coup la famille paternelle, a perdu des biens immobiliers suite à cette faillite. Et donc ce que j'ai découvert en faisant de la psychogénéalogie sur ma lignée paternelle, c'est que le rapport avec le monde du travail était de se dire: «On peut se tuer à la tâche, on peut aussi se ruiner et que si on essaye d'exister par le travail mais que ça ne paye pas, on peut avoir une immense honte sur soi et on croit qu'on n'est rien, on croit que, on ne mérite même plus de vivre, en fait». Donc ça a été, important parce que je me suis dit: «C'est le rapport entre l'existence et sa place, en fait, dans le monde». Et quand j'ai essayé de faire, la psychogénéalogie côté maternel, je me suis dit: «Bon, est-ce que là, il se passe quelque chose?» Effectivement, ma mère avait repris le travail, elle n'avait pas travaillé pendant plusieurs années. Quand mon père est décédé, elle a repris un travail et malheureusement pour elle, elle tombe sur un employeur, très agressif qui lui fait subir du harcèlement moral et elle est obligée de subir quelques mois d'hospitalisation puisqu'elle n'arrive plus à gérer ses enfants, elle n'arrive plus à gérer la maison, elle n'arrive plus à gérer sa santé. Elle a gagné finalement ce procès, pour harcèlement moral et là, je me suis dit: «Ouais, il y a quand même un rapport vital entre, enfin, entre la vie et le travail». On se dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de travailler pour vivre, quoi?» Et j'ai creusé encore au-dessus d'elle et je me suis rendu compte que sa propre mère, qui était orpheline à 8 ans, avait toujours travaillé. Ma grand-mère m'a dit: «Moi, j'ai toujours travaillé pour survivre. J'ai détesté travailler. Je faisais des ménages, je faisais la cuisine. Alors j'ai jamais manqué d'un bout de pain, j'ai jamais manqué d'un toit. Mais par contre, j'ai détesté travailler parce que, je sentais que c'était pour survivre». Et donc j'ai compris que le rapport au travail dans ma lignée maternelle, c'était qu'on pouvait subir des violences, on pouvait, heu être en lutte avec son métier, parce que mais c'était pas grave tant qu'il fallait vivre puisqu'il fallait vivre en fait, puisqu'il fallait survivre. Et donc là, j'ai compris si tu veux que, ces récits familiaux, ils me concernaient parce que je pouvais trouver des traces identiques de souffrance. On voit dans tous les cas, moi j'ai pas su me protéger et mes parents non plus et encore au-dessus d'eux, c'était pareil. On voit que moi j'ai voulu me réaliser aussi dans mon travail, hein. Pour moi, c'était très important. J'avais toujours dit, «Mon premier boulot sera mon premier CDI, ce sera, ma réalisation aussi», donc j'ai voulu réaliser quelque chose, heu, comme si c'était une nécessaire survie par le travail et ce qui s'est passé dans ma famille, c'était la même chose. Et est-ce que tu as une anecdote entre le moment où, tu es en détresse émotionnelle, tu ne comprends pas, tu n'as pas les clés et le moment où tu découvres toute cette psychogénéalogie et cet arbre généalogique et tout ce rapport pathologique au travail qui traverse la lignée, de tes parents? Est-ce qu'il y a un élément, un événement qui fait montre de cette, forme de libération ou de tu dis: «Non mais là, il y a quelque chose vraiment de qui a changé, En fait, littéralement, je quoi». crois que ça s'est fait assez progressivement et en fait, je continue encore aujourd'hui à faire des rapprochements. C'est comme si quand tu travailles sur ta psychogénéalogie, il y a des choses que tu comprends à un moment donné parce que tu es prête à recevoir les informations et puis plus tu avances, plus il y a des choses qui continuent à se formaliser, ouais, à mûrir. Et dernièrement, tu vois, justement, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai un projet qui me tient à cœur et j'ai senti que je commençais à me rebrûler. C'est-à-dire que j'avais les mêmes signaux de fatigue, d'épuisement. Alors pas d'épuisement, non, parce que l'épuisement, ça, c'était vraiment différent, mais de fatigue très intense et de charge mentale sursollicitée. Je me suis dit: «Mais alors attends, comment ça se fait? Là, tu es toute seule, tu fais ton projet toute seule, donc pourquoi est-ce que tu ressens ça?» Et c'est là où j'ai réinterrogé ça et je me suis dit: «Mais est-ce que du coup, il y a encore ces similitudes entre, l'histoire familiale, du rapport au travail et moi?» Et ça a été là, très récemment où je me suis dit: «Ah ouais, il y a quelque chose qui revient si je n'y Mmh. prends pas garde». Bien sûr. Parce que Mmh. c'est très bêtement, j'étais en train de courir après, des clients, après des contrats. J'avais Mmh. très, très peur de manquer d'argent aussi, Mmh. et j'avais très, très peur de pas réussir.
Et je me suis dit: «Tiens, mais c'est marrant, mon grand-père, il a fait faillite», je me suis dit: «Mais oui, non, mais ça ne m'appartient pas». Donc là, très Mmh. récemment, je me suis réinterrogée sur ça et en fait, j'ai compris que ces histoires familiales, elles me concernent, mais elles ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas déterminée par ça. Donc, j'ai le droit de vivre pleinement de ma passion professionnelle. J'ai le droit de m'éclater dans mon job. J'ai le droit de profiter de cette vie pro et surtout, j'ai le devoir et la possibilité de me protéger aussi Mmh. quand je sens qu'il y a des tensions et des souffrances. Mais merci pour ta réponse parce que et puis ma question était, inconsciemment orientée parce que je me rends compte qu'il y a pas de solution magique, en fait. On a Mmh. envie d'avoir une solution magique, on a envie de guérir, de se libérer, mais c'est une attention de tous les instants. C'est, une démarche qui est holistique, qui prend en charge différentes dimensions de notre être et merci, d'avoir répondu de cette façon-là parce que c'est un bon rappel. Mmh, mmh. Et on n'est pas, libéré ad vitam aeternam, c'est, un chemin en fait et ce sont des méthodes qui nous permettent de mieux traverser, les événements qui nous arrivent et puis de faire en sorte que tout se passe de manière, la plus fluide possible et c'est ça finalement ce Oui. vers quoi on doit tendre. Je te remercie Ludivine, pour tout ce témoignage qui est magnifique et je pense qu'il va beaucoup aider. Écoute, Si j'espère. si tu avais un dernier conseil à donner à une personne qui nous entendrait aujourd'hui là et qui est justement en pré-burnout ou en Mmh. post-burnout, est-ce que tu aurais voulu, avoir un conseil en particulier toi quand, tu traversais cette période? Oui, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais voulu qu'on me dise que, que ce que je ressentais était, j'avais le droit de le ressentir. Heu, c'est-à-dire que c'est pas que c'est normal, mais c'est que c'est là et il faut l'écouter. S'écouter soi, se faire du lien avec soi, se relier à soi, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui permet d'aller chercher des réponses. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Hem, est-ce que je dois faire un deuil de quelque chose? Peut-être une vision professionnelle, peut-être un avenir, peut-être une ambition que je m'étais fixée. Tout ça, ça a sa place. Tout ça, il faut pouvoir se laisser le temps de se le dire, de se le poser à soi-même, peut-être de se l'écrire. Non pas pour s'y cramponner parce que on sent bien si on est dans une souffrance professionnelle, c'est qu'il y a une friction entre ces désirs-là et la réalité. Mais du coup, essayer d'écouter cette zone de friction-là pour voir ce qu'elle a à nous raconter. À la fois sur le moment présent, c'est-à-dire, quels sont les impacts que cette souffrance a aujourd'hui ont dans notre vie. À la fois sur ce que ça veut dire pour demain, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux de meilleur? Qu'est-ce que je veux de différent? Et puis aussi, qu'est-ce que ça dit sur ce que ça me sur les accroches que j'ai avec le passé et Mmh. donc tout ça, c'est nous finalement, c'est ce qui nous compose et il y a pas de fatalité, il y a que des chemins qu'on emprunte et qu'on essaye de d'éclairer aussi. Donc voilà, pouvoir s'écouter pour se relier à soi, c'est le plus important, je dirais. Bon, je pense que comme moi, après avoir écouté cet épisode, vous aurez envie d'aller chercher dans votre arbre généalogique et de mieux comprendre ce qui se répète au fil des générations, ce que vous portez aussi inconsciemment. Je vous invite donc à suivre toute l'actualité de Ludivine que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Elle donne très régulièrement des ateliers et des masterclass dans le cadre d'événements liés à la psychogénéalogie et au bien-être. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vos retours sur mon compte Instagram, Susanna Darcambel, où vous pouvez laisser un message en commentaire de la jaquette de l'épisode que je vais bientôt faire maintenant, là, que je vais faire de ce pas, et qui sera en ligne dès la diffusion de cet épisode-là. Ou bien envoyez-moi un message, je suis toujours très heureuse de vous lire. Merci pour votre écoute et à très bientôt.